Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78, mardi 24 octobre. Voici les titres de l'actualité. Elles ne font désormais plus qu'une. Les polices municipales de Plaisir et des Clés-sous-Bois ont fusionné depuis cet été. Une mise en commun des moyens pour améliorer la sécurité et le service auprès d'un bassin de près de 50 000 habitants entre les deux communes. Explications et premier retour d'expérience dans cette édition. Témoigner pour mieux comprendre le handicap psychique. Il y a quelques jours, la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux proposait ses bibliothèques vivantes. Des personnes malades ont ainsi pu livrer leur histoire à de parfaits anonymes. Une manière d'aller au-delà des idées reçues et de libérer la parole. Retour en enfance garanti au château de Breteuil. Le week-end dernier, les Playmobil ont pris possession de l'orangerie du domaine située à Choiseul. Une exposition pour bien lancer le programme des activités des vacances scolaires sur place. Et puis elle est connue mondialement, la toile de Jouy a des adeptes jusqu'en Amérique et en Asie, et les plus grands couturiers s'en inspirent encore. Mais depuis le 19e siècle, cette célèbre étoffe n'est plus fabriquée à Jouy en Josas. Pour localiser la production dans sa commune d'origine et perpétuer son héritage, un projet de cité de la toile est en préparation. L'ambition est grande avec 30 millions d'euros d'investissement. On en parle dans les invités du 7-8 en deuxième partie d'émission. Et ce sera tout à l'heure avec Christophe Ruot, qui est maire adjoint de Jouy en Josas, délégué à l'attractivité et au développement économique. Il y aura aussi Charlotte Duvivier-Lebrun, qui est la directrice du musée de la toile de Jouy. En plateau, autour de moi, les journalistes de la rédaction de TV78. Régine Ralèche, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, dans un instant, vous allez nous présenter l'actualité en bref à retenir de ce mardi 24 octobre dans les Yvelines. En face de vous, il y a Clara de Frutos, bonsoir. Bonsoir. Également donc journaliste de la rédaction de TV78. Et avec vous, on va parler d'économie, de la Talent Academy, de la Software République. Dites-nous tout. Oui, c'est ça. Hier, toute la matinée, les membres de la Software République se sont réunis à l'école 2600 à Montigny-le-Bretonneux. Ils y présentaient les premières réalisations et l'ambition de sa Talent Academy. Donc, Talent Academy, Software République, on va détailler tous ces termes dans un instant dans le 7-8. Mais d'abord, les polices municipales des Clés-sous-Bois et de Plaisir ont fusionné. La mutualisation de ces brigades a pour but d'améliorer la sécurité et le service auprès des habitants des deux communes. Un reportage de vous, Clara de Frutos, de vous également, Régine Ralèche, et aussi de Louis Douchin. Depuis cet été, les polices municipales des Clés-sous-Bois et de Plaisir ne font plus qu'une. Cette initiative, menée par les conseils municipaux des deux communes, devrait répondre à l'une des principales problématiques, le manque d'effectifs. Car aux Clés-sous-Bois, la police municipale n'existait plus. On avait exactement la même vision des choses, c'est-à-dire une police efficace, mais de proximité. Les Clés-sous-Bois n'en avaient pratiquement plus des policiers. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer de nous réunir et de voir comment on pourrait monter en puissance et surtout devenir attractif et efficace pour la population, parce que le but premier, c'est bien celui-là. Renforcer les effectifs, c'est donc l'ambition première de cette fusion. Ça va nous permettre d'attirer plus de policiers municipaux. Aujourd'hui, il y a 21 ou 22 policiers municipaux. L'objectif, en mettant des moyens communs, nous espérons arriver à 30, ce qui permet d'avoir plusieurs brigades au niveau de cette police de proximité. Et pour le moment, cette initiative semble porter ses fruits. 2 personnes ont déjà été recrutées. Et parmi eux, il y a David Désiré, directeur de police municipale intercommunale. Il assure depuis quelques mois la coordination de cette fusion. Séparément, les communes avaient des moyens qui leur permettaient de limiter leur action dans l'espace et dans le temps. Là, le fait que les deux communes fusionnent leurs moyens vont permettre, par exemple, d'élargir la plage horaire, de peut-être faire tout un tas de choses des perspectives qui vont être beaucoup plus importantes. Les choses évolueront avec un calendrier qui reste encore à définir, mais les choses, c'est clair, vont évoluer. Mais dans le but principal, c'est de pouvoir rendre une mission de service public aux administrés des deux communes. Le local principal de la police intercommunale se situe à Plaisir. De son côté, la ville des Clés-sous-Bois conserve un petit bureau annexe. Les habitants pourront s'y rendre pour déposer des doléances ou prendre des renseignements. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que 2 polices municipales fusionnent à 50 ans en Yvelines. En 2018, les villes de Morpas et de Coignères avaient déjà tenté l'expérience avant d'y mettre fin. On va faire le point à présent sur le reste des actualités dans les Yvelines.
Et c'est avec vous, Régine Rallège, des propositions pour répondre à l'urgence des quartiers prioritaires. Elles ont été remises cette semaine à Emmanuel Macron par l'association des maires Villes et Banlieues de France. Oui, et ce rapport propose 10 mesures d'urgence, notamment sur l'éducation, l'emploi, la sécurité. À titre d'exemple, l'insertion professionnelle par le sport ou encore le retour des contrats aidés associatifs et publics. L'objectif, c'est d'apporter des solutions aux problèmes récurrents que rencontrent les quartiers populaires. Et parmi les membres de l'association ayant remis ce rapport au chef de l'État, se trouvait Catherine Arnoux, maire de la ville de Chanteloup-les-Vignes et vice-présidente de l'association. Un comité interministériel des villes devrait d'ailleurs se tenir à Chanteloup-les-Vignes ce vendredi 27 octobre pour donner suite à ces propositions. C'est une première en une semaine et j'ai envie de dire heureusement, pas d'évacuation ce mardi pour le château de Versailles et des évacuations d'ailleurs qui ne sont pas sans conséquences. Entre 100 et 150 000 euros, c'est le préjudice estimé pour chaque évacuation du château de Versailles selon l'avocat du site Yves Linois. Depuis le 14 octobre, le domaine a dû être évacué à 7 reprises en raison de fausses alertes à la bombe. Ces montants correspondent notamment aux billets remboursés et à la baisse de fréquentation de certains visiteurs. Un mot de sport et du basket. Un camp de basket à destination des jeunes est organisé depuis ce lundi et ce jusqu'à ce samedi au Hoops Corner de Carrières-sous-Poissy. Il a été imaginé par Michael Mokongo, ancien basketteur professionnel qui a joué en fin de carrière à l'ESC Trappes Saint-Quentin en Yvelines. Au programme, des exercices le matin et l'après-midi avec différents coachs et préparateurs. On écoute Michael Mokongo au micro de TV78. Le concept de ce camp, c'est d'essayer de développer la région parce que nous avons beaucoup de clubs de basketball et une population qui est assez jeune. L'idée, c'est d'essayer d'aider les jeunes qui ont vraiment besoin de se développer techniquement sur le basketball et aussi de répertorier un petit peu leurs faiblesses et d'avoir un accompagnement, ce que j'appelle XXL, autour de tout ce qui est préparateur physique, tout ce qui est coach mental, tout ce qui est docteur, tout ce qui est physiothérapeute, tout ce qui est nutritionniste, tout ce qui est vraiment autour du basketball, autour de la communauté sportive. Et si vous voulez vous aussi vous inscrire, il reste encore des places. Vous pouvez contacter l'organisateur via le site internet qui s'affiche à l'écran. Et d'ailleurs, en parlant d'événements, la Murder Party, le jeu de rôle grandeur nature du département des Yvelines, est annulé en raison de l'alerte urgence attentat. Il devait se tenir à l'ancien domaine de Madame Elisabeth le 28 octobre prochain. Les équipes de l'événement vous invitent à suivre leur programmation sur le site Mysteries Hunt pour connaître la nouvelle date de report. Merci Régine pour toutes ces actualités et comme d'habitude, si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une information dans les Yvelines qui vous fait réagir, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Au chapitre économique, on revient sur cette table ronde qui s'est tenue hier à l'école 2600 à Montigny-le-Bretonneux. Clara de Frutos, vous étiez sur place. On parlait tout à l'heure de cette Software République qui présentait son écosystème collaboratif de formation, son nom la Talent Academy. Toute la matinée, les membres de cette Software République ont détaillé les premières réalisations et ambitions de cette Talent Academy. Alors il y a peut-être des termes qui échappent à la connaissance de nos téléspectateurs. Tout d'abord, qu'est-ce que la Software République ? En fait, c'est une initiative qui a été lancée en avril 2021 par 6 grands groupes: Dassault Systèmes, Eviden, Atos, Orange, Renault Group, ST Microélectronique et Thales. Le but, c'est faire face au manque d'ingénieurs en France, mais surtout au manque de jeunes sortant de formation scientifique. Il manquerait près de 20 000 nouveaux ingénieurs diplômés en France, selon le syndicat Synto Ingénierie. Et donc c'est là qu'intervient la Talent Academy. Vous avez tout compris. L'objectif est simple, susciter des vocations et attirer les jeunes, en particulier les jeunes femmes, vers le monde de la technologie et de l'industrie. Alors pour ce faire, la Talent Academy, elle articule son programme autour de 3 grands axes: l'éducation, le recrutement et la formation. Ils correspondent aux 3 moments clés d'une carrière professionnelle. Pour ce qui est de l'éducation, c'est le programme Talent Factory qui s'en charge. Il est destiné aux jeunes entre 15 et 20 ans. Donc dès le collège, des représentants d'entreprises vont par exemple à la rencontre de ces jeunes pour susciter des passions. Il y a ensuite la Talent Incubator. Ce programme d'apprentissage est dédié cette fois-ci aux 20-25 ans qui sont à la recherche de leur premier emploi. Et puis, il y a la Talent Accelerator qui intervient en cours de la carrière. Alors, Sophie Dumas, directrice de la Talent Academy et de la Software République chez Renault, nous en dit plus.
Alors oui, ça fonctionne. Sur le programme incubateur, par exemple, nous avons aujourd'hui une communauté avec à peu près 700 apprentis. Donc, à qui nous proposons des activités diverses, par exemple des visites de sites, des rencontres avec des startups, parce que ces jeunes, ils sont friands de ce monde des startups. Donc, on les invite à rencontrer des fondateurs de startups qui travaillent dans Software République. Par rapport au programme de formation continue, là, nous avons lancé cette année un programme de master en cybersécurité avec Orange et l'école polytechnique. Et donc là, Renault, par exemple, a envoyé des collaborateurs dans ce master. Sophie Dumas y a répondu, mais est-ce que pour le moment ça fonctionne ? Alors oui, selon les personnes qui portent ce programme, donc on écoute une nouvelle fois Sophie Dumas qui cette fois va nous expliquer à quoi correspond la Talent Accelerator. Nous avons le programme Accélérateur qui là est un programme de formation continue dédié à l'ensemble des collaborateurs des 6 entreprises de la Software République. Et là, nous avons comme objectif de former 40 000 collaborateurs à horizon 2025. Et donc, la Talent Academy de Software République est un pilier complémentaire aux politiques de ressources humaines qui existent dans nos entreprises et qui va permettre d'atteindre cet objectif ambitieux. Alors cette initiative, elle est inédite en France et en Europe et comme vous avez pu le voir, la Talent Academy semble encore avoir beaucoup de choses à offrir. Merci Clara pour cet éclairage sur le sujet. Vous reviendrez d'ailleurs sur la Talent Academy dans le premier numéro de la saison du Sky Echo qui est à paraître cette semaine sur TV 78. Des espaces d'expression pour mieux comprendre le handicap psychique, l'objectif des bibliothèques vivantes organisées il y a quelques jours par la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Le principe, une personne malade livre une partie de son histoire durant une dizaine de minutes à un anonyme, une manière d'aller au-delà des idées reçues pour libérer la parole. Julien Leroy. Bonjour Sophie, merci d'être venue me lire. Se dévoiler pour faire tomber les préjugés. Ce mercredi 18 octobre se tenait la première édition des bibliothèques vivantes à la médiathèque du Canal de Montigny-le-Bretonneux, une rencontre entre des personnes atteintes de handicap psychique et le grand public. Autour de la métaphore du livre, le malade raconte un chapitre de son histoire, suivi d'un temps d'échange, un concept pour ouvrir à la différence, questionner pour avoir moins peur. Le rétablissement des personnes, c'est pas juste son affaire à lui. Je pense que c'est l'affaire du collectif, c'est l'affaire de tous, de chaque citoyen. Si on est dans une démarche d'inclusion, il faut qu'on puisse accueillir quelqu'un qui souffre d'un trouble, quel qu'il soit. Du coup, c'était ma dernière hospitalisation. Ça remonte à plus de 7 ans. Depuis l'adolescence, Edwige souffre de troubles bipolaires, alternance entre dépression et phase euphorique, une pathologie révélée à l'âge de 28 ans après de nombreuses années d'errance diagnostique. Cet espace d'expression lui permet de libérer la parole. Les personnes étaient très émues face à ce que je pouvais leur raconter. Et donc voilà, ça m'a touchée aussi. Elles sont beaucoup dans l'écoute et beaucoup dans l'échange et vraiment, c'est agréable, quoi. Ça permet de nous confronter à d'autres choses, à élargir notre façon de voir le monde et de voir les autres aussi, quoi. Ce jour-là, 11 usagers du centre médico-psychologique à Saint-Cyr ou de l'hôpital de jour Eugène Bleuler à Versailles ont livré leurs histoires. De prochaines éditions pourraient être organisées dans des universités ou des festivals, l'espoir de pouvoir enfin lire en l'autre comme dans un livre ouvert. On ouvre une page culture dans le 7-8. Comme tous les mardis, une salle du territoire vous donne 3 raisons d'aller voir sa prochaine programmation. Ce soir, le théâtre Coluche de Plaisir nous parle des Crabes, un spectacle pour le centenaire de la naissance de Roland Dubillard. Pour vous convaincre, Florence Camoin au micro de Mathilde Franco. Bonjour, je suis Florence Camoin, directrice du théâtre Coluche. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons d'aller voir le spectacle Les Crabes. Premièrement, c'est une création pour le centenaire du Billard, un énorme succès au Festival of d'Avignon. Deuxièmement, c'est une comédie totalement absurde où vous allez énormément rire. Et troisièmement, une distribution fantastique avec Denis Lavant et Maria Machado en tête.
Voilà, c'était mes 3 raisons pour aller voir Les Crabes de Roland Dubillard le 24 novembre. C'est un vendredi à 20h30 au Théâtre Coluche, à Plaisir. C'est devenu un rendez-vous habituel pour le château de Breteuil. Les Playmobil ont de nouveau investi l'orangerie du domaine située à Choiseul le temps d'un week-end. Une exposition pour vivre de grandes histoires avec de petits personnages. Mélanie Poquet et Gabriel Gontier. Partout à Tis, les Gaulois ont débarqué au château de Breteuil. Les Gaulois, mais aussi les hommes préhistoriques, les dinosaures et même les spationautes. Mais tout petits, les Playmobil se sont installés le temps d'un week-end au château de Breteuil pour le plus grand plaisir des visiteurs. Il y en a pour tous les âges, on a beau même être très adulte, on retourne en enfance, c'est magnifique. Il y a beaucoup de détails. C'est vraiment super beau, il y a plein de choses à voir, on sait même plus où regarder tellement il y a de choses à voir. Il y a plein de petits détails, que ça part des végétaux aux animaux, que ce soit aussi les costumes. Des détails rigolos, des détails historiques, le thème de cette année ? Au fil de l'histoire. C'est la 6e fois que le château yvelinois fait appel à Dominique Béthune pour réaliser une exposition autour de la célèbre marque de jouets allemande. Il y a beaucoup de choses ici qui sont modifiées. C'est des Playmobil qui n'existent pas, qui ne sont pas vendus par la marque. Donc ce sont des objets de collection qu'on a réalisés en impression 3D surtout. Donc ça a pris beaucoup de temps. Donc il y a des choses effectivement qui sont dessinées à l'ordinateur auparavant. Le château de Breteuil a lancé les vacances de la Toussaint. Des animations vont courir pendant 2 semaines avec toujours de nouvelles histoires. Avant les invités du 7-8, coup d'œil aux prévisions météo de demain. Et des conditions similaires à aujourd'hui pour votre journée de mercredi dans les Yvelines. Le matin, quelques gouttes sont attendues dans le secteur de Versailles. Il fera en moyenne de 11 à 13 degrés sur le territoire. L'après-midi, des éclaircies pour toutes les Yvelines. Les températures seront en légère baisse par rapport à aujourd'hui. Comptez 15 degrés à Mantes-la-Jolie, 13 degrés à Rambouillet, 14 degrés à Houdan et Versailles. Et demain, mercredi 25 octobre, nous fêterons les Daria. Tout de suite, les invités du 7-8. Elle a des adeptes dans le monde entier, des États-Unis au Japon. Les grands couturiers s'en inspirent encore. Et dernier exemple en date, le dernier maillot extérieur de l'équipe de France de football a fait un petit clin d'œil à cette étoffe célèbre. La toile de Jouy est au cœur d'un projet d'envergure qui se lance à Jouy-en-Josas. La Cité de la Toile, c'est le nom de ce projet, est porté par la ville en partenariat avec le musée de la toile de Jouy, l'agglomération Versailles-Grand Parc et le département des Yvelines. Parmi les ambitions notamment, fabriquer de nouveau à Jouy-en-Josas cette célèbre étoffe. On ne produit plus de toile de Jouy sur place depuis le 19e siècle. Alors pour en parler, mes invités m'ont rejoint en plateau. Christophe Ruot, bonsoir. Bonsoir. Maire adjoint de Jouy-en-Josas, délégué à l'attractivité et au développement économique. Et également Charlotte Duvivier-Lebrun, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes, vous, la directrice du musée de la toile de Jouy. Alors pour commencer, j'ai envie de faire un petit point définition. Pourquoi on parle de cité de la toile dans ce projet ? Alors pour le mot cité, c'est très simple, il faut revenir à l'étymologie du mot, notamment grec, puisque littéralement, on parle de fédérer, faire parler ensemble les citoyens. Et l'idée, elle est là. Sur ce projet-là, en fait, l'ambition, c'est d'utiliser la toile de Jouy pour finalement rassembler, fédérer des artisans, des créateurs, des designers, des chercheurs dans un lieu unique qui sera la Cité de la Toile, avec notamment pour créer un écosystème économique, culturel à Jouy-en-Josas. Et donc à Jouy-en-Josas, cette étoffe est née au XVIIIe siècle, hein, l'œuvre bien sûr d'Oberkampf. Les ateliers d'impression étaient parmi les leaders en Europe. On peut même dire que c'était le premier atelier d'impression textile en Europe. On parlait déjà à l'époque, Charlotte Duvivier-Lebrun, de Cité de la Toile pour Jouy-en-Josas ? Non, on parlait de manufacture. On a d'abord parlé d'atelier parce que c'est un artisan qui est devenu un industriel et on a commencé avec un petit atelier qui existe toujours. Le bâtiment existe toujours et ça s'est transformé effectivement en une énorme manufacture et ça a été une importante aventure industrielle en fait. Alors on va parler des objectifs dans un instant, mais les enjeux, tout d'abord on le disait, il n'y a plus de toile de Jouy qui donc est produite à Jouy-en-Josas depuis le 19e siècle. C'est de répondre par exemple à l'un de ces enjeux. Quels sont les enjeux autour de ce projet ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, on a un enjeu, c'est que vous parliez du maillot de l'équipe de France tout à l'heure, donc on voit que la toile de Jouy inspire au niveau mondial aussi, Japon, États-Unis, mais
ça n'est plus rattaché au territoire. C'est-à-dire que le grand public ne va pas rattacher par exemple la station de métro Oberkampf qui a fondé la toile de Jouy. Le grand public ne rattache plus au territoire de Jouy. Et donc l'enjeu, il est là. C'est vraiment qu'on puisse faire renaître la toile de Jouy à Jouy-en-Josas avec ce projet de Cité de la Toile. Il y a aussi, j'imagine, un enjeu autour de l'activité textile en France. 97% d'importation pour l'activité textile qui ne représente que 11% des entreprises en France. Il y a aussi il y a une carte à jouer, j'ai envie de dire. Il y a une importante carte à jouer. Le Covid l'a montré. On a besoin de se libérer de la dépendance des importations. On a aussi besoin, et ça c'est un des enjeux du projet, de réimplanter des savoir-faire. L'impression de la toile de Jouy au 18e, c'était une impression qu'on pratiquait comme en Inde, au bloc de bois, à la planche de bois. Et c'est une pratique qu'on ne sait plus tellement mettre en œuvre en France. Et donc, les enjeux, ce sera vraiment d'avoir des circuits de fabrication plus courts, plus vertueux pour la nature, pour l'environnement et aussi pour le consommateur. Et puis aussi de réapprendre à pratiquer ce savoir-faire et le transmettre avec de la formation. Alors le projet a été présenté au grand public il y a quelques jours. Plusieurs objectifs, on va peut-être pas tous les détailler, mais les principaux objectifs de ce projet Cité de la Toile, quels sont-ils ? Alors les principaux objectifs, on a tout d'abord, on peut parler de pôle, l'idée c'est quand même d'installer un pôle notamment de formation et de recherche. L'idée c'est également de relancer une manufacture nouvelle, donc de relancer la fabrication à toile de Jouy, de la toile de Jouy à Jouy-en-Josas. La recherche. La recherche aussi, voilà. Puisque comme l'a dit Charlotte, c'est vrai qu'un des enjeux fondamentaux aujourd'hui, l'industrie textile est la deuxième plus polluante au monde. Et on a vraiment besoin de relancer de la recherche en France. Et donc Christophe Ruot a commencé à parler des 4 pôles autour desquels va s'articuler justement ce projet Cité de la Toile. Dans les pôles, il y a patrimoine et création. L'idée, c'est de donner une autre dimension au musée de la Toile de Jouy. Exactement. En fait, on réfléchit, et on vous en parlera plus tard, à un bâtiment qui va accueillir cette Cité de la Toile, qui va accueillir donc les 3 premiers pôles, production, formation et recherche, et aussi un pôle patrimoine, un musée, mais qui serait pensé autrement, avec des outils de médiation plus innovants, plus numériques, avec un accès aux collections qui soit aussi plus interactif, sous forme parfois de matériothèque, et de proposer aussi des expositions beaucoup plus ambitieuses sur le textile au sens large, qui puissent accueillir du grand public, mais aussi des professionnels, et que ce soit en fait une cité, comme l'a expliqué Christophe Ruot au départ, un endroit qui fédère des intérêts, des activités autour de la filière, dans la filière textile, pour la filière textile. Et de créer des interactions, on imagine bien, parce qu'il y a aussi le pôle développement et services qui va être pensé comme un tiers-lieu. Donc c'est aussi de favoriser les rencontres au sein de cette Cité de la Toile. Exactement. Tout à fait, avec des Fab Labs, avec profiter de nos outils de production pour les mettre à disposition de designers, de professionnels qui voudraient expérimenter des techniques, des motifs, et effectivement encourager ce lieu de rencontre et d'échange à tous les niveaux en fait de la cité. Alors, il y a une volonté aussi, allez-y Christophe. Avec aussi un sacré levier de développement économique, c'est-à-dire que ça va être un très beau cas école pour montrer comment la culture peut être un levier de développement économique. On a parlé de fédérer des artisans créateurs dans des villages. On a parlé de Fab Lab pour pouvoir produire aussi des quantités, mais il n'y a pas besoin d'imiter. L'idée, c'est vraiment de recréer et de s'appuyer sur notre culture, la toile de Jouy. On l'a dit, relancer aussi une activité d'impression sur place, ça peut être profitable pour la ville, pour tout le territoire aussi qui l'entoure. Alors oui, ça sera déjà profitable pour la Cité de la Toile, puisqu'en fait, vous l'avez dit en introduction, c'est un projet avec 30 millions d'investissement, donc c'est un très lourd investissement. Évidemment, on a le soutien des soutiens publics, Versailles Grand Parc, le département, qui sont déterminants pour pouvoir lancer ce projet à l'échelle d'une commune de 8000 habitants. Mais l'idée, c'est de pouvoir effectivement miser sur la manufacture nouvelle, qui sera une des premières briques lancées, qui permettra d'amorcer
d'amorcer des fonds qui viendront justement soutenir et permettre le lancement de la cité. Il y a des contacts qui sont déjà établis avec de potentiels artisans qui pourraient venir produire à Jouy-en-Josas ? On a énormément d'intérêt, aussi bien d'artisans qui sont heureux de voir que d'abord ce type de dynamique s'installe en région parisienne, de voir que effectivement ils pourraient se rassembler dans des spécialités qui leur sont chères dans un lieu un peu plus identifié. Et puis on est aussi très soutenu par des entreprises, des fondations qui valorisent les métiers d'art ou les savoir-faire textiles, parce que c'est vraiment, il y a des enjeux derrière très importants qui vont dans le sens de la réindustrialisation et de la redécouverte de certains savoir-faire en fait. Et aujourd'hui, Toile de Jouy, est-ce que c'est une marque déposée ? Je sais qu'il y a la volonté qu'on aille vers une sorte d'appellation d'origine contrôlée, si je puis dire. Exactement. Ça, c'est l'enjeu à terme. Mais pour avoir une appellation d'origine contrôlée, il faut que l'origine redevienne réelle et jovassienne. Et en attendant, effectivement, oui, il y a une marque Toile de Jouy qui est en train d'être officiellement déposée. Alors le coût du projet, on en a parlé. Le lieu où sera située cette Toile de Jouy, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un terrain qui est identifié déjà ? Un site est identifié et retenu en plein cœur de ville, donc environ une parcelle d'1 hectare, à l'emplacement historique même de la manufacture d'Oberkampf. Donc pour le symbole, avec une très forte connectivité puisque la gare est juste à côté. Et le site est également à 800 mètres du château du Moncel, qui était une des demeures d'Oberkampf, qui va devenir un hôtel de luxe, le domaine du Moncel, qui va ouvrir en début d'année. Donc on serait beaucoup plus central dans la commune de Jouy-en-Josas par rapport au musée actuel de la Toile de Jouy qui est un peu plus excentré. C'est bien ça ? Oui, ça fait partie des réflexions. Le musée, il avait besoin, il arrive un petit peu au bout de tout ce qu'il était capable d'offrir, et son emplacement, sa taille faisait qu'il fallait mener une réflexion, donc ça tombe au bon moment. Une dernière question, quel est le calendrier que vous fixez pour ce projet ? Alors le calendrier, on va dire qu'on a une cible pour 2030, mais l'idée c'est vraiment de déployer le projet en briques par étapes, en privilégiant notamment des briques qui vont justement permettre d'amorcer des financements privés complémentaires, dont la manufacture nouvelle qu'on a évoquée. On a également évoqué la partie redevances et royalties, puisqu'aujourd'hui la marque étant protégée, il est plus facile de négocier, ça va être important. Voilà. Juste, je voudrais en profiter pour dire un dernier mot. Un des facteurs clés de succès de ce projet sera vraiment son ancrage local. Et donc, je tenais à dire que la Toile de Jouy est soutenue et aimée par les citoyens de la ville. Donc ça, c'est quand même un point qui est très important. Et d'autre part, donc, un soutien important au niveau de Versailles Grand Parc, donc avec François Demazière, le président. Également le département, puisque nous avons la chance d'avoir notre maire, Marie-Hélène Aubert, qui est également vice-présidente du département, et donc il y a un très fort soutien sur ce projet. Et ensuite aussi rendre un hommage aux maires successifs de Jouy-en-Josas, aux conseillers municipaux successifs qui ont permis la rampe de lancement, puisqu'on parlait très rapidement du musée de la Toile de Jouy. C'est une véritable rampe de lancement pour la cité, et le musée est là, il est bien vivant aujourd'hui, et donc vous pouvez vous rendre au musée pour déjà aller à la rencontre des collections Toile de Jouy qui sont exposées et quelque part toucher déjà le projet de vos doigts. On a vu quelques-unes des images au cours de cet entretien, notamment les nouvelles salles qui avaient été inaugurées il y a de cela 1 an à Jouy-en-Josas. Merci en tout cas d'être venu en plateau pour parler de ce projet Cité de la Toile. Christophe Ruot, maire adjoint de Jouy-en-Josas, délégué à l'attractivité et au développement économique. Merci également à vous, Charlotte Duvivier-Lebrun, directrice du musée de la Toile de Jouy. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci pour votre fidélité. Demain, nouvelle édition et vous retrouverez Mathilde Francou. Très belle soirée sur TV78.